Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui diffère un peu de celle que vous avez pu voir sur cette chaîne du Libertarien s'exprime. Il s'agit ici donc d'une FAQ, d'une première foire aux questions sur cette chaîne, parce que voilà, vous êtes nombreux à m'avoir posé différentes questions, et ce de manière totalement individuelle et privée, notamment en DM Instagram de cette page Le Libertarien. Vous avez pris l'initiative de venir me voir, venir me contacter pour me partager des articles, des mèmes, me poser des questions, savoir mon avis sur telle ou telle chose. Donc déjà merci de cet investissement que vous faites également par rapport à cette page et aux idéologies libertariennes ou voire même libérales. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas reprendre toutes ces questions qui ont été posées et en faire une vidéo pour notamment les personnes qui se poseraient potentiellement les mêmes questions, qui n'ont pas de réponse ou qui ne se sont même pas posé la question, ou même d'autres personnes qui, au-delà des questionnements, aiment avoir différents avis. D'où cette première FAQ tout simplement sur cette chaîne YouTube. On va notamment parler de ma vision de l'avenir au niveau de la société, on va parler de la crise sanitaire, on va parler du patriotisme, on va parler de la droite et aussi et surtout des élections. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec la première question. Bonjour, déjà merci beaucoup pour cette page. Je l'ai découvert il y a peu et la trouve intéressante. Vous vous investissez pour vos idées et je trouve ça top. Personnellement, je suis de droite, je l'ai toujours été, mais je trouve que depuis quelque temps elle s'est effondrée, du moins je ne me retrouve plus dans cette droite, et j'ai l'impression de ne plus être représenté. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi s'effondre-t-elle? Bon, alors déjà pour commencer, merci pour cette question, une bonne question d'ailleurs, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé notamment ce qui se passait dans cette droite française depuis quelque temps. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo que j'avais annoncée sur la page Le Libertarien. Je vais notamment parler de ce qui se passe un peu à la droite de la droite, parce que bon, c'est un peu compliqué là ce qui se passe en ce moment avec Marine Le Pen, Zemmour, Reconquête, etc. Il y en a qui partent, il y en a qui voilà, c'est un peu problématique ce qui se passe à la droite de la droite. Mais là, justement, on s'intéresse à l'effondrement aussi de cette droite. Alors, pour moi déjà, c'est un manque d'union. Il y a trop d'individualité. Voire même surtout d'égoïsme en fait, surtout plus que de l'individualité. Il y a clairement un manque d'union, et ce manque d'union est compliqué parce que déjà il y a les élections, et que dans ce pays, dès que quelqu'un se déclare à l'élection, il finit par ne penser qu'à ça. Il s'endort à l'élection, il se réveille à l'élection, et il se rase même élection, parce que bon, son objectif, on va pas se le cacher, c'est quand même d'être calife à la place du calife. Alors qu'il serait déjà plus légitime de se demander ce qu'il faudrait faire pour la rencontre du peuple, pour s'efforcer de trouver des idées, faire de la politique, quoi. Et au final, ce candidat présidentiable, quand je dis ce candidat, je parle de tous les candidats d'ailleurs, il préfère faire de la communication, tout simplement. Le candidat est obnubilé par une certaine forme de présence médiatique, comment il doit s'habiller, comment il doit parler, tout est théâtralisé, quoi. Il faut faire attention à tout, la position des mains, quel regard je dois adopter. Il est plus omnibulé par toutes ces mécaniques-là que vraiment le fond de son idéologie, du parti et de son programme, quoi. Il est obnubilé par la forme et ne pense qu'à son élection, parce qu'il veut tout simplement la quête du pouvoir, et pas prendre le pouvoir pour le rendre d'une certaine manière au peuple et aux différents individus qui incarnent également ce pays. Donc voilà, il est obnubilé par tout ça.
Clairement, il y a un manque d'humanisme, on va pas se mentir. Et il n'est pas intéressé par le fait de revigorer le pays, écouter le peuple, se battre contre toutes les autres idéologies fumeuses qui feraient disparaître le pays de la carte en un claquement de doigts qui l'intéresse fondamentalement. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est le pouvoir, quoi, c'est le contrôle. Et en soi, aujourd'hui, et depuis, je dirais De Gaulle, depuis De Gaulle, les politiques ne font plus de politique, quoi. Parce que déjà, de un, ne soyons pas naïfs, hein, le réel pouvoir, il est aux mains de l'Europe et ceux qui la dirigent. Donc, en plus de ne plus faire de la politique, le président n'est juste qu'un sous-traitant administratif. Donc, très clairement, c'est un peu ce manque d'empathie, ce manque d'union qui fait s'effondrer ce qu'on peut appeler la droite, quoi. Mais c'est pas tout, parce que il y a également à la droite une multitude de partis qui pour beaucoup ont changé de ligne idéologique, quoi. Déjà, par exemple, à la droite de la droite, on a deux partis nationalistes désormais anti-immigration. Le vieux de la vieille, le RN, anciennement FN de Le Pen, qui se gauchise de plus en plus parce que elle, pareil, hein, je veux dire, elle est de la dynastie Le Pen. Et ce qui l'intéresse le plus, comme tous les autres d'ailleurs, hein, c'est le pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se gauchise de plus en plus, car, enfin, je veux dire, elle a compris que, qu'elle passerait jamais si elle utilisait les mêmes doctrines et idées que de son père. D'où le changement d'ailleurs. Hein, c'était plus le FN, c'est le RN. Il y a eu la délepénisation et puis une forme de gauchisme exacerbé de la part du Rassemblement national depuis quelque temps maintenant. Donc et c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment il y a beaucoup qui quittent le navire d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont compris cette manipulation politique et cette trahison en quelque sorte, et au final ils sont tous partis dans le nouveau parti nationaliste, je dirais, qui s'appelle Reconquête d'Éric Zemmour. Donc à la droite de la droite, il y a des conflits politiques internes. Donc là c'est compliqué déjà à la droite de la droite, et puis dans ce qu'on peut appeler la droite simple, donc UMP, républicain, tout ça, c'est tout aussi compliqué. Il y a eu un détachement et plusieurs individus qui ne se sont jamais remis de la défaite de Sarkozy en 2012 face à Hollande. Et en plus de ça, double coup de massue, puisqu'en 2017, Macron, tout simplement, a pris, ou plutôt a réussi à prendre au LR une partie de son électorat et ses dirigeants. Donc le parti aujourd'hui se trouve coincé, pris en sandwich, en tenaille entre d'un côté la République en marche et de l'autre côté le Rassemblement national. Donc les Républicains là aujourd'hui, ils respirent plus, quoi. Ils sont pris à la gorge, et ce qu'on pouvait appeler à l'époque les jupéistes, une certaine forme de centre droit. Ils sont quasiment tous partis, quoi. Donc voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà un peu ma réponse que je donne pour l'effondrement de cette droite. Voilà, donc j'espère avoir correctement répondu à ta question. Bonjour, moi j'ai un petit problème et surtout une question que je me pose depuis pas mal de temps. Je suis quelqu'un de patriote, j'aime mon pays et tout, mais quand je le dis, autour de moi on me traite de fasciste, d'extrême droite, de suppôt de Zemmour j'ai entendu, enfin bref, et bah je comprends pas. Aujourd'hui pour certains c'est devenu une honte d'aimer son pays, et ses valeurs. Moi qui ai grandi dans les années 70, tous les genres politiques étaient patriotes, même la gauche socialiste, donc je ne comprends pas, et ma question est celle-ci, comment se fait-il que certaines personnes en viennent à détester leur pays? Je vous remercie pour votre réponse, et continuez votre combat idéologique. Alors oui, ça aussi, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises dans mes DM, et c'est une très très bonne question d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi de la reprendre pour faire cette vidéo, parce que c'est une question que j'entends aussi également en dehors de cette page Instagram le libertarien, hein. J'ai des amis qui me posent la même question, etc. Enfin, il y a beaucoup de questionnements là-dessus, donc voilà, c'est vrai que ce côté patriote, le connoté extrême droite, cette détestation du pays, enfin, même moi, je me suis d'ailleurs posé la question il n'y a pas forcément si longtemps que ça, il y a quelques mois, quelques années,
Et je pense avoir trouvé une réponse à ça, c'est-à-dire que depuis pas mal de temps, il y a une forme de traumatisme français. Déjà, il y a eu les deux guerres, il y a eu la guerre 14-18, et puis la Seconde Guerre mondiale, et je pense que ce traumatisme français vient avant tout de la Deuxième Guerre mondiale, surtout, mais aussi de la période pas d'entre-deux-guerres. Il y a eu aussi l'effondrement, comme le dit Marc Bloch dans son livre L'étrange défaite en 46. Il y a eu la débâcle de 40. D'un certain côté, le traumatisme de Vichy avec Pétain. Et une forme d'élite aussi qui ont trahi la France et qui ne croient plus du tout en leur pays. Je me souviens d'un Giscard qui nous avait dit dans les années 70 que la France, machin, c'est que 1% de la population mondiale. Euh, D'un certain côté, c'est vrai démographiquement, je veux dire, mais quel est l'intérêt derrière cette phrase au niveau de la politique? Que dire que, bon, de toute façon, la France, c'est que 1% du monde, hein. Enfin, il y a un côté je m'en foutiste incroyable et un renoncement à son pays, quoi. Je veux dire, il s'en fout totalement, quoi. Et on a eu un Mitterrand juste après qui a continué également cette forme de renoncement et cette trahison en disant que l'Europe est mon avenir, sous-entendu que la France c'est un peu du passé et que maintenant bah, l'Europe elle est le centre de tout, quoi. Mais pour Mitterrand qui a fait partie d'Action française et qui au début des années 40 a reçu la Francisque je crois que c'était en 42 ou 43 je crois des mains de Pétain d'ailleurs. Il a reçu la Francisque et allait déjeuner régulièrement avec Pierre Bousquet par exemple, hein, qui a notamment collaboré et qui était un membre de l'État sous le régime de Vichy. C'était lui qui contrôlait d'ailleurs la police à cette période. Enfin bon, voilà, Pierre Bousquet qui a été un collaborateur très connu et imbuvable, voilà, était très proche de Mitterrand. Du moins, Mitterrand était très proche de Pierre Bousquet et d'autres sûrement. Donc voilà, quand on sait ça, on se dit que déjà que Mitterrand, comment dirais-je, avait déjà un côté anti-patriotique bien avant son élection en 81. Donc voilà, donc ça c'était la phase Mitterrand hein, par rapport à l'Europe. Et aussi pour terminer, on a eu le trio magique, hein, le Sarko, Hollande, Macron, qui, enfin pour moi, ce sont même pas des présidents, hein. Ils ont, ils ont dirigé la France un peu comme une entreprise. Et d'ailleurs entreprise, enfin je veux dire, de laquelle ils ne sont même pas PDG, hein, mais simple. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir l'équivalent pour une métaphore entrepreneuriale simple DG France. Le PDG c'est l'Europe, donc si le PDG c'est l'Europe et qu'il dirige la France comme une entreprise, le président n'est simple que DG France, ou l'équivalent d'un DG France. Donc quand on entend et qu'on voit à longueur de journée, depuis des années, des élites qui renoncent à la France, qu'on se tape des administrateurs à la tête du pays, qui foutent d'ailleurs le pays en l'air et à feu et à sang, faut pas s'étonner qu'une part de la population déteste son pays, quoi. Et je vais rajouter aussi qu'en plus de renoncer au pays, tous ces gens-là renoncent au peuple. On a de moins en moins, voire même plus du tout de référendum. Plus ça va, plus on nous demande même plus notre avis. Parce qu'il faut savoir que le président de la Ve République a fait le plus de référendums, c'est De Gaulle. Hein, quand il a raté enfin le dernier d'ailleurs, hein, parce qu'il est parti après, mais quand il a raté un de ses référendums, donc le dernier en 69, il est parti quand il en a perdu un. Donc
Donc on se moque ouvertement du peuple. Chirac, par exemple, en 2005, a fait un référendum en lien avec le traité de Lisbonne. Et le peuple a voté non. Et le traité de Lisbonne est passé quand même, avec notamment un certain Nicolas Sarkozy. Enfin bref, on se moque de tout. On se moque de la vie du peuple. Et aujourd'hui, en plus de se moquer de la vie du peuple, on se moque du vote des députés, parce qu'aujourd'hui la majorité parlementaire en vient même à tromper leurs collègues et tronquer le vote de l'Assemblée en utilisant l'article 49 ligne 3, 49.3, comme ce qui s'est passé pour la loi El Khomri. Et c'est pour ça que je me suis demandé, mais comment se fait-il que ce genre de choses est possible? Et en me renseignant sur les institutions et la politique française, contrairement aux USA, je vais prendre les exemples des USA parce que c'est le plus flagrant. C'est-à-dire qu'aux USA, les trois institutions sont égales entre elles. En France, ça ne l'est pas. Je veux dire, aux USA, vous avez le président, vous avez la Chambre des représentants, et le Sénat, qui sont égaux entre eux. Donc il y a sur la même ligne président, Chambre des représentants, Sénat. Et en France, on a le petit empereur administratif tout en haut, et en dessous l'Assemblée et le Sénat. Donc on voit bien qu'au niveau des institutions, déjà, il n'y a rien d'égal. Et en réalité, c'est l'Assemblée et le Sénat, pour moi, ce sont des amphithéâtres en fait. Ce sont des lieux de joute verbale, théâtrale. Donc voilà. Mais la population est traumatisée. On les prend pour des cons. Les élites ne croient plus au pays. Le pouvoir législatif n'a plus de pouvoir. Et quand le peuple gronde, on envoie la police pour lui casser la gueule. Donc je crois que tout ça est clair et suffisant pour comprendre pourquoi plusieurs individus ont fini à terme par détester leur pays. Bonsoir, d'après vous, existe-t-il toujours des contre-pouvoirs en France? J'ai souvent manifesté, etc. Et depuis quelques années j'ai l'impression que ça ne marche plus, et qu'il n'y a personne pour contrer les idées et les dictates de l'État. Alors pour répondre à cette question sans perdre de temps, malheureusement pour moi il n'y en a plus. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon premier ouvrage, j'avais écrit quelques pages là-dessus sur les contre-pouvoirs dans la démocratie, etc. Je vous mets d'ailleurs le lien en description de ce bouquin pour ceux qui souhaiteraient se le procurer. Je parle de tout. Il fait 400 et quelques pages, je crois, un essai autobiographique dans lequel je parle du libertarianisme et puis voilà, je reprends des sujets d'actualité en donnant mon avis sur ce qui se passe, sur la démocratie, sur l'État de manière générale, sur la sécurité, la liberté, enfin bref, sur tout un tas de sujets, je donne mon avis. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Il est de 20 € pour 400 quelques pages. Il est disponible sur The Book Edition. Je vous mets le lien dans la description. Mais effectivement, j'avais déjà parlé de ces contre-pouvoirs en France et j'avais dit effectivement également qu'il n'y en avait plus. Et cette crise Covid nous a bien montré qu'il n'y a plus du tout de contre-pouvoir en France. À commencer par le pouvoir des médias, par exemple, qui fait partie des pouvoirs forts, ou du moins de contre-pouvoirs forts. Et bien désormais, les médias, c'est la voix du maître, sauf les médias indépendants, que je ne mets pas du même côté. Et là, quand je dis les médias de manière générale, je parle de ces médias que l'on voit partout, voilà, des chaînes de télé, par exemple, ou encore des journaux très connus, voilà, et qui ont qui n'ont plus de déontologie et qui font vivre leurs propres intérêts.
tout simplement. Voilà, donc quand je dis les médias sont à la mode du pouvoir, je mets tous les médias mainstream, sauf les médias indés, bien évidemment. Donc déjà, il n'y a plus le contre-pouvoir médiatique. Il n'existe plus, il est à la main du pouvoir de l'État. Le pouvoir judiciaire, avec par exemple le juge des libertés. Il est où ce juge des libertés dans la crise Covid? Je l'ai pas vu, hein. Il est totalement absent, à ma grande surprise. Et puis dans tous les avis du Conseil d'État, il n'y a absolument rien, pas de ligne qui ne mentionne le juge des libertés, etc. Car ils ont réussi à tourner et virer ces avis de Conseil d'État en disant tout simplement en raison du contexte sanitaire et toute leur logorée habituelle de retrait de liberté au nom du contexte sanitaire. Donc le pouvoir judiciaire avec le juge des libertés, il y en a plus non plus. Les partis d'opposition qui font quand même partie aussi de ce contre-pouvoir, ils sont où ces partis d'opposition? Il n'y a aucun qui s'oppose. On est en train de massacrer l'avenir, de massacrer l'économie française et le Rassemblement national qui fait partie de ces partis d'opposition. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font comme opposition? Ils demandent la gratuité des masques. Mais c'est une aberration. On massacre l'économie, on massacre l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi, et comme force et idée d'opposition, la seule chose qu'a trouvé le Rassemblement national, c'est de demander la gratuité des masques. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, c'est tout, quoi. Il y a juste pas de contre-pouvoir en France. C'est fini. Dans votre question, vous m'avez dit que vous avez beaucoup manifesté, vous voyez, ça ne sert plus à rien. Oui, parce que la manifestation, c'est pareil, ce n'est plus un contre-pouvoir. Je me souviens notamment de plusieurs manifestations qui ont engrangé derrière des changements, des droits. Et aujourd'hui, étant donné que les manifestations ne marchent plus, on envoie directement la police pour faire taire et pour casser la gueule et casser le mouvement de manière générale. Et puis au final, il y a beaucoup de gens qui n'osent plus aller manifester parce que, ils se disent, si j'y vais, est-ce que je vais rentrer en mode puzzle ou est-ce que je vais rentrer sans une égratignure? Il y a déjà cette inquiétude-là. Et puis la deuxième, c'est aussi, pourquoi je vais aller manifester? Si je vais manifester, il va se passer quoi? On va dire pas content, il va regarder la tête, il va dire, oh là, ils sont pas contents. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ils s'en foutent totalement. Donc il y a beaucoup de gens qui sont rébutés par rapport à la violence des manifestations, mais aussi par le fait qu'on les écoute même plus. Donc et il faut même plus l'intérêt d'y aller. Donc voilà, il y a plus de contre-pouvoir non plus en France. Voilà. Donc je réponds à ta question. Y a-t-il des contre-pouvoirs en France? Selon moi, non, il y en a plus. Bonsoir, dans votre livre vous avez accordé beaucoup de lignes et de pages à la crise sanitaire. Vous l'avez écrit il y a plus d'1 an. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, ou qui ne peuvent pas se le procurer, pouvez-vous résumer votre pensée sur cette crise, tout en y ajoutant des faits nouveaux qui ont suivi, donc au-delà de la période à laquelle vous l'avez écrit? Alors oui, effectivement, comme je disais il y a de ça quelques instants, j'ai effectivement accordé plusieurs chapitres et plusieurs pages de ce livre à la crise sanitaire, mais bon, vous avez raison, étant donné que j'ai écrit ce livre entre c'était octobre 2020 et février 2021 en plein deuxième confinement. J'ai écrit donc forcément les faits qui sont passés à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont passées depuis, notamment en avril, mai, etc., qui donc forcément ne figurent pas dans ce livre étant donné que j'ai écrit avant. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant de retranscrire mes idées telles que je les ai aujourd'hui, comme si je devais réécrire ces chapitres aujourd'hui avec les faits qui sont passés, notamment depuis l'écriture de ces différents chapitres.
Alors aujourd'hui, en fait, on a subi des enfermements multiples au nom de la préservation de la vie, ce que je trouve complètement absurde, parce que être enfermé pour préserver la vie, il suffit de regarder les indices et les courbes démographiques de la natalité, notamment depuis 2-3 ans. Elle est en forte baisse, et elle est en forte baisse surtout depuis 2020. Donc, ce qui veut dire que on préserve la vie tout en faisant plus. Donc, c'est formidable. Et on vit plus, tout simplement. Il y a le port du masque partout. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait genre, je sais pas si c'est vrai, mais si ça l'est, c'est complètement loufoque. Je veux dire, il y a apparemment le masque est tellement partout que les femmes enceintes doivent porter le masque lors d'un accouchement. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Donc est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Si vous avez une réponse là-dessus, je la veux bien, parce que si c'est le cas, waouh. Donc, puis si c'est le cas, surtout, ça veut dire que la première chose que voit un nouveau-né, c'est sa mère masquée. C'est d'une violence, mais sans nom, quoi. Comment on peut accepter ça, quoi? Et même chose après, même depuis 2 ans, dans les écoles, les crèches, voilà, tout le monde est masqué, tous les petits gamins là ils grandissent sans voir une once d'émotion se dégager des visages. On est clairement en train de construire bah, des êtres dénués de toute sensibilité, quoi. Et si on regarde vraiment dans l'avenir, je serais pas du tout étonné que certains de ces enfants qui grandissent dans cette espèce d'ère pan-médicaliste, tout ça, aient vraiment des problèmes psychologiques à l'avenir. Et même au-delà des enfants, on n'a aucun chiffre du moins encore, sur le taux de dépression, de suicide depuis 2 ans. Et sincèrement, à mon avis, si on en faisait justement des chiffres là-dessus, sur ces taux de dépression et de suicide, je serais pas du tout étonné non plus ici qu'ils seraient beaucoup plus élevés que les chiffres de mortalité du Covid. Parce que déjà, de manière globale, euh, quand tout allait bien, si on peut dire que ça allait bien, enfin pré-Covid, et que c'était plus ou moins normal hors crise sanitaire, la France était déjà le pays qui possédait l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Et si c'est d'ailleurs le pays dans lequel on utilise le plus d'antidépresseurs, etc. Avec notamment 9000 décès par suicide par an environ en France. Pré-Covid, donc avant Covid. J'ose même pas imaginer les chiffres que peuvent être désormais ces décès. J'ose même pas imaginer. Parce que là, va falloir vraiment revoir les chiffres à la hausse, hein. Et en dehors de ça, ce qui me sidère le plus, mais en fait, c'est pas tellement les propositions de l'État puis les directives, quoi, parce que elles peuvent être contrées. Parce que quand une population ne fait pas ce qu'on lui dit, si tous les Français refusent le diktat, je veux dire, l'État recule et supprime sa directive. Donc en soi, le problème, c'est pas la directive, vraiment, en soi, c'est son acceptation par la majorité. C'était Howard Zinn qui disait que le problème n'est pas la désobéissance civile, mais l'obéissance civile. Et puis, je vais reprendre cette phrase de Bernanos également, qui disait qu'en période de guerre, le problème, c'est pas le bruit des bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles. Donc, donc voilà, c'est la majorité silencieuse qui dit rien, qui écoute et qui se laisse aller. C'est ça vraiment le problème, quoi. Et c'est cette majorité qui fait tout. On lui demande de faire 10 vaccins ou 10 doses, elle va courir faire 10 doses. On lui dit il faut rester confiné. Ah bah si on nous a dit qu'il fallait rester confiné, c'est qu'il faut rester confiné. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui acceptent tout ça sans se poser de questions, sans prendre du recul, sans se demander ce que pourrait être l'avenir en obéissant à toutes ces injonctions et tous ces dictats. Non, non, ils suivent le mouvement sans se poser de questions. Enfin, moi, je comprends pas. Et
Et en plus de ça, le problème là-dedans, c'est qu'on nous empêche, et on nous a empêchés de se réunir. Enfin, comment voulez-vous organiser une résistance si on peut pas se réunir? Enfin, je veux dire, on nous a retiré tous les lieux de rencontre puisque on était cloîtrés chez nous. Et puis, enfin, entre guillemets, même chose maintenant à 50%. Hein, moi, je suis assigné à résidence là maintenant, donc je suis de retour confiné socialement, étant donné que j'ai pas subi la pique-pique et que je me suis pas fait, je me suis fait pas, non, je me suis pas fait euh, vacciner pour des raisons voilà qui me sont propres. Bah, il nous reste les réseaux sociaux pour communiquer. Et encore, on est surveillé et censuré. Donc, que dire, ouais, c'est une période très compliquée, quoi. Et puis, objectivement, qui a à vomir. Hein. Donc, ce que j'en pense de cette situation sanitaire, de ce système, du mal, j'en pense du mal. Et évidemment que j'en pense du mal. Et que, eh bien, tout simplement, si rien n'est fait, et que si on ne s'oppose pas très vite à ce truc-là, bon, je vais être grossier, hein, mais bon, on sera clairement dans la merde. On sera clairement dans la merde. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Salut. Dis-moi, toi qui t'intéresses depuis toujours à la politique et qui essaye de deviner de quoi demain sera fait, c'est quoi ton idée de la vie post-Covid? Ou du moins, comment vois-tu l'avenir? Alors ça pareil, ça a été une question qui est revenue assez régulièrement. Donc en plus ça me permet d'y revenir cette question, c'est super parce que je vais pouvoir étayer mes propos parce que franchement il y a beaucoup à dire sur cette période. Hein. On va pas se leurrer, mais avant de parler d'avenir, je pense qu'il peut être important également d'expliquer ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé d'un autre œil, avec l'œil qu'on a maintenant du recul et plus celui que l'on a eu il y a 2 ans en plein moment des faits. C'est toujours important également de revenir d'un autre œil sur une situation passée. Donc quand on prend du recul sur la situation, on voit notamment qu'aujourd'hui, le modèle est chinois. Le modèle, c'est la Chine. Puisque quand la Chine confine Wuhan, la première chose qu'on fait, c'est faire pareil. On confine aussi. Sauf que la Chine a confiné uniquement la ville de Wuhan. Et à aucun moment, la Chine n'a confiné la population chinoise au total. La Chine n'a jamais confiné 1,5 milliard d'habitants. Donc on a fait la même chose en France, on a fait pareil, on a confiné, mais tout le pays. Donc on fait pareil en rajoutant encore plus, quoi. Je veux dire, c'est fou. Et je pense qu'on est clairement parti pour faire comme la Chine, quoi. Malheureusement, un crédit social, quoi. Pour moi, on va tout droit vers ce crédit social. Avec un carnet de notes et des points, tout ça, pour savoir si on est un bon ou mauvais citoyen. Et si on perd des points, on nous retire des droits, on n'aura pas de prêt, on aura interdiction de voyager. Et pour revenir à une forme de prêt, à pouvoir de retour voyager, il va falloir faire des bonnes actions, récupérer des points. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et surtout, ce qui se passe en Chine, c'est que ce crédit social, que c'est pas une lubie, hein, c'est déjà instauré là-bas. Il y a un crédit social en Chine déjà. C'est que les notes sont publiques. Donc, on sait tout de tout le monde, quoi. Genre, qui a passé au feu rouge, qui a trompé son mari, qui a un compte offshore. Je veux dire, c'est la mort de toute liberté, même de la liberté avec un grand L, et de toute intimité en soi. Et malheureusement, en France, j'ai bien l'impression que ça arrive petit à petit. Déjà, là, dernièrement, avec mon espace santé, hein, ce carnet de santé numérique, donc déjà, on va pouvoir avoir les infos de tout le monde, c'est une aberration, mais aussi et surtout le passeport sanitaire. Parce que là, actuellement, si vous êtes vacciné, vous pouvez tout faire. Même malade. Vous avez le virus, c'est pas grave, vous êtes vacciné, vous pouvez tout faire. Et à contrario, si vous n'êtes pas vacciné et pas malade, c'est interdit.
Ça n'a aucune logique. Et en plus d'être interdit, du coup, a fortiori, on perd nos droits. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que non vacciné actuellement, j'ai pas le droit de voyager, j'ai pas le droit de prendre l'avion, j'ai même pas le droit de prendre le train pour faire des voyages interrégionaux. Je ne peux pas, euh, via le train ni l'avion, retourner, par exemple, dans ma région natale, voir ma famille. Je ne peux pas aller au restaurant, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller au bar. Bref, j'ai pas de loisirs extérieurs, quoi. Et euh, et en plus de ça, c'est que Macron nous a dit que les non-vaccinés étaient des irresponsables et que les irresponsables ne sont pas des citoyens. Elle est folle, cette phrase. Donc là, clairement, si un crédit social est instauré depuis quelques mois en France, très clairement, je sais pas du tout combien de points j'aurais perdu en étant non-vacciné. Mais très sincèrement, je pense que avec toutes les actions que j'ai faites, être libertarien, avoir des idéologies libertariennes, en parler librement sur YouTube, avoir une page où je critique le progressisme notamment, ne pas être vacciné, très clairement, je pense que j'aurais eu le droit au goulag. Je vais pas vous mentir, je pense que j'aurais eu un record de points négatifs et de taux de rouge partout, qui fait que, à mon avis, on m'aurait carrément même interdit de respirer. Donc, donc voilà. Et l'avenir, comment je le vois, numérique. Déjà, l'ère du tout numérique, on va tout enregistrer, tout. Ça a commencé déjà avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que chacun raconte un peu sa vie, on met des photos, on met des trucs, mais ça restait quand même assez soft, ça reste une forme de soft power, les réseaux sociaux. Là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus malsain, quoi. Là, c'est l'espace santé, c'est la santé des gens. Donc là, on va pouvoir avoir toutes les infos des gens, leur système de santé, de manière numérique, sur un cloud. On va avoir un crédit social. Donc si t'es alcoolique, tu vas perdre des points parce que c'est pas sain, tu vois. Si tu te drogues, c'est pas bien de se droguer. Donc tu vas perdre des points parce que c'est pas sain. T'as malheureusement traversé au feu rouge. Je suis désolé, mais tu vas perdre aussi un point. Et étant donné que c'est public, tout le monde va savoir tout ça. Qui se drogue, qui couche avec qui a passé au feu rouge, qui est alcoolique, qui a une réserve d'alcool fort dans son frigo. Enfin, c'est absolument une aberration. Donc l'avenir, je le vois numérique et dans ce cas-là aussi totalitaire, quoi. Pourquoi totalitaire ? Déjà parce que par exemple, il suffit de voir qu'Olivier Véran, qui a un peu plus d'1 an, je crois, avait interdit aux médecins libéraux de prescrire. Interdit aux médecins libéraux de prescrire. Et en plus de ça, l'État a fait interdire la vente de plusieurs médicaments qui n'ont d'ailleurs jamais posé de problème. Et tout d'un coup, ça poserait problème maintenant dès que la Covid arrive. Je trouve ça complètement aberrant, donc numérique, totalitaire et aussi infantile. L'avenir, je le vois infantile. Parce qu'on nous dit tout le temps quoi faire. Par exemple, moi qui suis à Paris, là, en région parisienne, dans le métro, là, on nous a collé des flèches. C'est pareil pour le tramway, hein, des flèches sur le quai pour le sens de circulation. Une porte pour rentrer, une porte pour sortir. Il y a des autocollants sur les sièges pour nous dire où l'on peut s'asseoir et où on peut pas, pour respecter le mètre de distance. Il y a des affiches partout, dans les entreprises, dans les trains, pour nous expliquer comment on doit se laver les mains. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Enfin, tout le monde le sait qu'il faut se laver les mains, se brosser les dents. Enfin, on nous prend vraiment pour des imbéciles, quoi. Limite, bientôt, l'État va nous apprendre à nous torcher, à boire, et c'est même lui qui va couper notre viande, parce que, à mon avis, l'État doit se dire, je suis pas sûr qu'il sache utiliser un couteau pour manger. On nage en plein délire, quoi. Donc, je veux dire, tout ça, c'est de la responsabilité individuelle, qu'on n'a pas besoin d'être domestiqué. Puis encore une fois, surtout pour une maladie qui tue une personne sur 1000, quoi. C'est pas la peste noire, quoi.
Donc l'avenir, voilà, je le vois de moins en moins libre. L'avenir, non, je le vois, on sera tous fichés, tous contrôlés. L'avenir sera l'ère du tout numérique et l'avenir, je le vois avec un crédit social. Voilà. Donc si j'ai pu répondre à ta question, c'est répondu. Bonsoir le libertarien, il y a beaucoup de théories qui circulent, certaines plausibles d'autres moins, en tout cas pour moi, y a-t-il un complot Covid? Êtes-vous de cet avis? Alors oui, on nous parle beaucoup de théories du complot, etc. Alors, qu'on nous cache des choses, oui, bien évidemment. Je veux dire, les secrets défense, ça a toujours existé, il y en a toujours eu, et il va y en avoir toujours. Et il y a beaucoup de choses que l'on ne saura jamais. Donc, qu'il y ait des manipulations et des secrets, oui. Maintenant, est-ce que c'est véritablement un complot enfin, j'en sais rien, quoi. Je veux dire, ça reste à, ça reste à démontrer. Non, moi je pense surtout que d'abord, en fait, ils étaient complètement paumés, quoi. Pour moi, les premières directives émanent surtout de la bêtise. Euh, on- Personne ne savait rien, tout le monde fait comme le voisin. Je veux dire, là, par exemple, on a vu que le premier pays à confiner, c'est la Chine. Bon, bah, tout le monde a suivi la Chine bêtement. Ah, ils confinent, on va confiner. C'était l'Italie d'abord, il y a eu l'Espagne après, la France ensuite, et l'Angleterre, en voyant tout ça, parce que l'Angleterre a tardé sur le confinement. Et à mon avis, ce qui s'est passé avec l'Angleterre, c'est qu'ils se sont dit, bah, pourquoi ils confinent tous? Ils ont peut-être des infos que nous, on n'a pas. C'est bon, on confine quand même par sécurité. Donc tout le monde a suivi tout le monde. C'est-à-dire que l'Italie a suivi la Chine, l'Espagne s'est dit, ouh, l'Italie confine, on va confiner. La France a regardé, ça dit, oula, l'Italie confine, l'Espagne aussi, on va confiner. Donc à mon avis, ça a été une suite de bêtises monstres. Voilà, et donc tout le monde a fait comme le voisin, et c'est aussi le manque d'idées, de discernement qui a laissé place totalement à la bêtise. Mais c'est un peu trop facile de dire que tout est manque d'idées et relève uniquement de la bêtise. Pour moi, il y a une part de bêtise, mais la bêtise n'est pas 100% responsable de cette crise Covid. À mon avis, il y a surtout aussi beaucoup de conflits d'intérêts, notamment en rapport avec l'industrie pharmaceutique. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait, c'est une histoire de gros sous, une histoire de fric. Euh, Suffit de regarder, par exemple, comment était nommé et défini enfin, tout ce qui est Big Pharma, industrie pharmaceutique, même 5-10 ans avant la crise Covid. Il y avait des reportages à longueur de journée qui nous expliquaient que, tout simplement, genre, alors je sais pas si eux l'ont fait, mais des émissions style cache investigation, zone interdite, enquête exclusive, enfin plein d'émissions comme ça, une espèce de magazine de société qui nous expliquait tranquillement qu'il y avait pas mal de magouilles et de conflits d'intérêts avec les entreprises pharmaceutiques. Et aujourd'hui, plus rien du tout. Et limite, dire ça aujourd'hui, c'est du complotisme. Alors que il y a 3-4 ans, on en faisait des reportages. On a d'ailleurs parlé là de. C'était pendant la période. Il y a eu une grosse période aussi avec des médicaments qui ont été interdits là, parce qu'il y a eu pas mal de décès. Je sais plus comment il s'appelait ce médicament. Il commençait par un M, je crois. Enfin bref, et je sais plus comment il s'appelait, mais enfin bref, il y a eu plein de médicaments qui ont été interdits. Et on voyait qu'il y avait eu des industries pharmaceutiques qui avaient créé des médicaments enfin, dans lesquels il y avait quasiment que de la connerie, il n'y avait rien dedans, un peu comme l'homéopathie, quoi, je veux dire, où c'est des petites gélules bourrées de sucre et où il y a une forme de charlatanisme, non pas avoué, mais avéré, quoi, je veux dire, les industries pharmaceutiques sont très connues pour avoir toute cette corruption. Donc ça, on pouvait le dire il y a 5 ans, aujourd'hui on peut plus.
C'est ça qui est c'est assez fascinant. Donc voilà, je comprends pas. Il y a même déjà des rapports du Sénat qui ont étudié la corruption pharmaceutique, et ça se sait depuis des années. Mais étant donné que l'industrie pharmaceutique est devenue espèce de forme du grand dieu du bien, bizarrement, d'un coup, il n'y a plus de corruption. Et dès qu'on dit que c'est corrompu, on le traite de complotiste. Bon, écoutez, si vous voulez. Mais là, je vois qu'il faut surtout pas parler de l'industrie pharmaceutique, quoi. Et pour continuer justement sur tout ce qui est lié aux pharmaceutiques, je me suis toujours posé ces questions. Je me suis dit, mais pourquoi on a fait du bashing sur des médicaments qui étaient déjà existants? J'ai vu qu'il y avait un bashing monstrueux sur Raoult, sur l'ivermectine, tout ça. Il avait fait débat aussi, ce médicament, là, le chloroquine, tout ça. Enfin bref. Et, euh, et je me suis posé la question, j'ai fait des recherches, et à mon avis, en fait, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est parce que les médicaments qui existent déjà, comme l'ivermectine, chloroquine, etc., ils sont déjà génériqués depuis de nombreuses années. Et, euh, et ça rapporte plus rien. En revanche, en créer d'autres, ça peut créer aussi de la richesse et beaucoup d'argent. Et à mon avis, c'est ce qu'il fallait démontrer, quoi. Pour moi, la Covid, tout ça, c'est une histoire de gros sous, quoi. Euh, Enfin, là, actuellement, je vois aucune directive ou choix pour le bien commun, quoi. Et en plus, l'État qu'on a aujourd'hui, ça se voit bien que c'est pas un État régalien. Ce que je vois, c'est des États, tout simplement, qui s'associent au Big Pharma pour une histoire de gros sous, des conflits d'intérêts, et qui derrière ce dit État punit tout simplement ceux qui ne participent pas à cette mascarade et escalade de corruption. Autrement dit, les non vaccinés, quoi. Donc ouais, en soi de base, le rôle de l'État, c'est pas d'aller vers le gain et le profit, quoi. Donc là, si l'État va vers le gain et le profit, c'est que c'est pas un État neutre, quoi. Et, euh, et comme tout est au-dessus avec l'Union européenne qui nous a commandé des trucs qui en plus ont été, comment dirais-je, enfin, c'est par rapport à des médicaments et des instituts qui ont fait des études sur les médicaments, notamment les pastilles Covid, je sais pas quoi, qui ont créé les industries pharmaceutiques, et il y a beaucoup d'instituts, etc., qui ont prouvé qu'au final, ça valait zéro, quoi. Au niveau biologique, sanitaire, tout ce que vous voulez. Limite, vous preniez un carré de sucre. Un carré de sucre, c'est la même chose. Donc on se rend compte aujourd'hui que l'UE, enfin, ou du moins au sein de l'UE, il y a plus de formes de lobby et de lobbying, limite, que de représentants. Et, euh, et ce que je trouve sidérant aussi, c'est ces conseils scientifiques-là. Il n'y a aucune trace des conseils scientifiques. On ne sait pas qui dit quoi. On ne sait pas qui fait partie des conseils. Il n'y a pas de compte rendu. Je veux dire, c'est un truc qui est gardé secret. Pour quelle raison je pose bien la question, quoi. Et limite, il faudrait passer par... comment elle s'appelle, cette commission, là, celle qui permet d'accéder au dossier, là, ça a un nom, je crois que c'est la CADA. Limite, il faudrait passer par la CADA, quoi. La CADA, c'est la commission... Alors, CADA, commission d'accès... dossier administratif, je crois. Oui, c'est ça, commission d'accès au dossier administratif, la CADA. Mais bon, qui nous dit qu'il n'y a pas des individus véreux dans cette commission non plus qui vont ralentir le processus d'accès au dossier. Enfin bref, on voit bien que tout dysfonctionne, quoi. Ça dysfonctionne dans les médias, parce que combien de fois euh, on n'a pas vu des émissions à charge sur Raoult. Donc c'était vraiment la chasse à l'infectiologue, quoi.
Alors qu'en revanche, une émission qui m'aurait pas mal intéressé serait plutôt une enquête sur justement les médecins qui ont des liens et des conflits d'intérêts avec des entreprises pharmaceutiques. Parce que je suis sûr que la majorité des médecins qui vantent et qui continuent de vanter aujourd'hui les mérites du tout pharmaceutique, il faut faire 10 doses sur les plateaux depuis 2 ans. Je pense qu'il y a quand même une majorité de ces médecins-là qui ont justement des liens et des conflits d'intérêts avec ces 10 labos. Donc en fait, non, pour moi, il n'y a pas tellement de complot, quoi. Je pense que c'est surtout, premièrement, une espèce de forme d'air de bêtise ambiante, en un. Des histoires de gros sous, avec des conflits d'intérêts monstrueux, un peu sales, enfin, pas très clairs, pas très nets. Et je pense une forme de sadisme ambiant. Parce que, comme on l'a dit au début de cette vidéo, euh, tous ces gens politiquement euh, étatistes, au final, ils veulent qu'une chose, c'est le pouvoir. On l'a dit hein, en début de vidéo. Et donc, je pense que là, ils ont tellement le pouvoir qu'ils ont pris goût à ce matraquage, à la domination, et je pense ont créé une forme en eux de sadisme. Et que maintenant, ils ont leurs jouets, qu'ils ont peut-être pas forcément tellement envie de lâcher non plus, quoi. Je pense qu'on est dans une forme de totalitarisme en soi. Et c'est pour ça que je dis également que la société de demain, je la vois en plus d'être numérique, etc., totalitaire. Donc voilà, pour répondre à cette question sur le complot, je suis pas vraiment sûr qu'il y a un complot. Non, non, pour moi, c'est surtout des histoires de gros sous, de la corruption, des magouilles. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. C'est d'ailleurs la dernière question de cette première FAQ, de ce premier podcast. En attendant, j'espère que ce contenu vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi également vos avis hein, dans la rubrique commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite forcément bien, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et bien sûr partager cette page, cette chaîne YouTube et puis même la page, hein, Le Libertarien sur Instagram. Merci à vous. À la prochaine.